Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus dans ce magazine Actu Soir sur votre télévision au-delà de l'imagination. Un plaisir, comme je vous le disais, aujourd'hui nous sommes en train de parler de cette actualité, vous le savez très bien, à Kinshasa, des manifestations ont vécu, la population est montée au créneau pour fustiger ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, et cette population a manifesté contre les représentations internationales, les ambassades et même certaines maisons commerciales international. Alors pour parler de cette question, nous recevons sur ce plateau Frédéric Kamani. Il est analyste des questions d'actualité, mais il est aussi chercheur en relations aux internationales. Frédéric Kamani, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. En tout cas, bienvenue sur ce plateau. Merci. Aujourd'hui, nous vous recevons comme cet analyste-là qui est intervenu dans bien de médias, mais aussi surtout parce que vous êtes aussi chercheur en questions internationales. Ce qui se passe actuellement, la population qui manifeste désormais contre ces représentations internationales. Quelle est votre lecture d'entrée des jeux? Bien, 3 ou 4 éléments peuvent nous permettre de comprendre la manifestation ou les manifestations qui se sont déroulées à Kinshasa. Et d'abord, je vais parler de manifestations et vous savez que ces manifestations sont dues à la situation qui prévaut à l'Est, donc la guerre à l'Est. Et aussi, je vais parler ici des responsabilités ou des acteurs impliqués dans cette conflictualité. Et je crois quatrièmement, nous allons parler de la communauté internationale parce que c'est une question qui fait intervenir tous ces éléments. Par rapport à la manifestation, on comprend que cette manifestation est, n'est-ce pas, un cri de détresse par rapport à la situation qui prévaut à l'Est. Et la population s'est exprimée. D'ailleurs, je dois rappeler que la Constitution permet à tout citoyen congolais, n'est-ce pas, de s'exprimer par rapport à ses droits, ce qui est une bonne chose. Mais on doit avoir le courage de le dire qu'il y a lieu de noter ce qu'on peut qualifier une politique de deux poids, deux mesures, dans la mesure où il y a un groupe qui semble être autorisé ou de manifester ouvertement, sans contestation, sans barricade. Voilà. Il y a un autre où il y a trop d'accrochage pour manifester. Il vous souviendra qu'il n'y a pas longtemps, les jeunes de Lucha qui ont fait aussi un sit-in pour exiger la libération de la cité de Bunagana qui était sous le mai du M23. Ces jeunes ont été interpellés. Et nous voyons les jeunes où la population s'est manifestée en s'attaquant sur les organisations internationales ou les missions diplomatiques. Il y a eu une sorte de relâchement. Et c'est plus tard que la police et les autorités ont cherché à récupérer la situation. Voilà. Je crois que dans un pays démocratique, tous les citoyens ont le même droit de manifester et de s'exprimer. Mais aussi, cette manifestation, c'est une interpellation. Et à la fois à la communauté internationale, mais aussi au gouvernement. Et je pense qu'il y a lieu de bien encadrer la manifestation parce que ça peut commencer comme un cri de détresse ou une alarme par rapport à la situation à l'Est, mais il faut que les autorités soient prudentes et encadrent bien la manifestation pour que les ennemis de la République ne puissent pas en profiter pour, n'est-ce pas, défier l'État. Donc, il faut comprendre cela. Et deuxièmement, puisque nous parlons de la guerre, cette guerre a trop duré, plus de 2 décennies, cette manifestation, je pense, et au regard de la situation, devrait se canaliser ou s'intéresser d'abord aux gouvernants, aux autorités congolaises. On peut ne pas le dire, la situation à l'Est ou même la situation ailleurs, d'abord concerne les dirigeants congolais. Il est vrai que la communauté internationale, les partenaires de la RDC peuvent appuyer, mais un État, parmi les missions régaliennes, c'est de sécuriser la population, c'est de promouvoir au bien-être de la société. Ce sont ces éléments-là qui doivent être mis en exergue. Et donc, les destinataires, voilà le terme, les destinataires numéro 1 de ces manifestations, c'est les gouvernements congolais et non les missions onusiennes ou les missions des ambassades. Et quatrièmement, je pense qu'il y a lieu
de fustiger, parce que j'ai parlé de politique de deux poids, deux mesures, il y a lieu de fustiger cette politique de deux poids, deux mesures de la communauté internationale. Plus de 2 décennies, cette situation perdure. Or, il y a des rapports presque chaque année, que ce soit d'experts des Nations Unies ou des organisations œuvrant dans la région. J'ai fait allusion ici à Human Rights Watch, à Oxfam et consorts, Amnesty International, montrent clairement les soutiens que le mouvement M23 bénéficie du Rwanda. Et je vais aller plus loin, de l'Ouganda et bien d'autres. Mais il y a juste cette déclaration où on se contente, les conseils de sécurité, où à peine la France ou les États-Unis montent au créneau pour dire nous condamnons les attaques. Mais au-delà de condamner cette attaque ou de condamner les soutiens que le mouvement M23 bénéficie, les États-Unis, la France ou l'Union européenne, bref, la communauté internationale devrait aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est de sanctionner peut-être le Rwanda, sanctionner peut-être l'Ouganda, sanctionner même le M23, comme c'est le cas, n'est-ce pas, puisque j'ai parlé des deux poids, des mesures, comme c'est le cas en Russie, voilà, vis-à-vis de l'Ukraine, où on a vu la communauté internationale, l'Union européenne sanctionner tout acteur impliqué, n'est-ce pas, à la déstabilisation de la Russie, ce qui n'est pas le cas par rapport à la RDC. Pourtant, je dois faire cette comparaison, bien qu'elle ne soit pas raison, les morts sont les mêmes. Les morts ukrainiennes ne sont pas plus importantes que les morts à l'Est. Pourtant, là-bas, c'est un crime contre l'humanité, un crime de génocide qui se passe. Mais on semble assister à ce qu'on qualifie un silence de la communauté internationale. Alors, par rapport à ce qui se passe, d'après vous, qu'est-ce qui aurait alimenté plus ces feux-là ces derniers temps, alors que vous avez dit c'est plus de 2 décennies déjà que la situation de l'Est, elle est, on dirait, la même, mais c'est seulement cette dernière semaine que la population s'élève. Qu'est-ce qui a poussé plus la population à s'élever ces derniers temps? Je crois que c'est la situation qui prévaut, c'est-à-dire cette atrocité qui laisse à désirer, et la population, et je crois qu'il y a lieu ici de faire peut-être une analyse sociologique ou anthropologique, où on sent voir une unité se mettre en place par rapport à ce qui se passe à l'Est, et c'est ce qui doit être, ce qui doit caractériser toute la nation congolaise. La situation qui se passe à l'Est doit intéresser non seulement ceux qui sont aux environs de l'Est, même ceux qui sont à plus de 2000 km. À Kinshasa, à Matadi, je ne sais pas, au Congo central, à Lubumbashi. Tous les Congolais doivent se sentir intéressés parce que c'est la RDC qui fait face à cette instabilité. Et je crois que lorsque vous regardez les tueries, lorsque vous regardez les mamans, les enfants qui perdent la vie en cours de chemin, ça doit vous interpeller. Et je voudrais ici que cette interpellation retentisse dans les oreilles et des dirigeants congolais, je crois, et aussi de la communauté internationale, parce qu'on ne le dit pas assez, l'ONU a été créée, entre autres, pour rétablir la paix et la sécurité au niveau international. Et la RDC est membre de l'ONU. La RDC est membre. Et le chapitre 7 de l'ONU accorde, n'est-ce pas, la possibilité, n'est-ce pas, au Conseil de sécurité, lorsqu'il y a des poches d'instabilité ou lorsque la paix et la sécurité semblent être menacées, eh bien, les conseils de sécurité, avec aussi le secrétariat général, doivent s'activer pour rétablir la paix. On voit que la situation à l'Est, ce n'est pas seulement à l'Est de la RDC, mais c'est toute la sous-région des Grands Lacs qui est embrasée. Mais il y a un silence parce qu'il y a cette ramification. La situation à l'Est de la RDC concerne ou affecte directement ou indirectement le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Sud-Soudan, et pourtant une zone déjà en proie à des menaces sécuritaires. Il faut que la communauté internationale et les États de la région réfléchissent les voies et moyens à mettre en place pour la paix. Cette façon de faire de la population, vous pensez que c'est efficace vraiment? Il y aura des réponses positives? Bien, voilà une question pertinente. Je l'ai dit de l'entame que la population est en droit de manifester. La Constitution, n'est-ce pas, lui donne le droit de manifester, mais on doit manifester de manière pacifique. Lorsque on est lésé et on ne sait pas revendiquer ou on ne sait pas faire entendre sa voix, à ce moment-là, ça pose problème. Je crois s'attaquer aux missions onusiennes ou aux ambassades, eh bien, ça donne une mauvaise image de l'État parce que
on ne le dit pas assez, sur la scène internationale, il y a ce qu'on appelle la respectabilité d'un acteur, à l'occurrence d'un État. Et je crois que même la pratique diplomatique ou le droit diplomatique donne, n'est-ce pas, les installations des organisations internationales et surtout des ambassades jouissent, n'est-ce pas, de l'inviolabilité. Lorsque vous vous attaquez, que ce soit aux véhicules de l'ONU ou des ambassades, eh bien, vous voulez plonger votre pays en difficulté avec ces partenaires-là. Je crois que la contestation, elle est légale, la population peut contester, mais de manière pacifique. Pourquoi ne pas déposer un mémo, soit au quartier général des Nations Unies, de l'ONU, de la MONUSCO, ou aller à l'ambassade des États-Unis, de l'Union européenne, de la France, déposer un mémo pour exprimer, n'est-ce pas, les mécontentements, pas s'en prendre, n'est-ce pas, au véhicule. Ça donne une mauvaise image du pays et je suis heureux que les autorités soient intervenues pour arrêter cette hémorragie. Alors, les gouvernements ont appelé au calme. Il y a même des dispositifs sécuritaires qui ont été placés devant toutes ces représentations. Mais le gouvernement ne propose pas comment lui veut procéder pour appuyer ce que la population demande. Parce que jusque-là, on sent que le gouvernement est un peu faible par rapport à tous ces pays qui sont cités, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, Pologne et ainsi de suite. Bien, vous savez, dans les concerts des nations, en relations internationales, en sciences politiques, il y a ce qu'on appelle sur la scène internationale les rapports de force. Or, les rapports de force est mis en place par rapport à la politique étrangère matérialisée par ce qu'on appelle la diplomatie. Eh bien, la politique étrangère, c'est quoi, excusez-moi? Eh bien, c'est cette conception qu'on a de soi et de l'autre, et on met en place un instrument qu'on appelle la diplomatie pour éviter à ce que les velléités internes ou externes ne puissent pas endommager votre vie quotidienne et vous permettre, on ne le dit pas assez, vous permettre, n'est-ce pas, à éviter le menace ou tout danger. Alors, je pense que ce que la RDC doit faire, c'est de mettre en place une diplomatie efficace, agissante, capable de décrypter, parce que la politique étrangère de la RDC, dorénavant, doit être une politique pas réactive, mais elle doit être une politique proactive. Je crois que dans les années passées, depuis longtemps, on a manqué cette tonus dans la définition de la politique étrangère, où on a tendance à réagir aux actions que posent d'autres acteurs. Pourtant, la RDC, par rapport à sa position géostratégique au centre de l'Afrique, devrait avoir une politique proactive pour amener d'autres acteurs à réagir à ces actions. Et d'aider, je pense qu'il est plus que temps aujourd'hui, par rapport à tout ce que la RDC a comme potentialité et par rapport aux enjeux qui sont autour de la RDC aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation, eh bien, la RDC doit savoir se choisir des alliés. Les alliés stratégiques, si vous voulez bien, qui doivent l'accompagner, bien qu'il y a ce qu'on appelle en relations internationales, les États ne sont ni amis ni ennemis, mais ils ont des intérêts à défendre par rapport à tout ce qu'ils veulent. Eh bien, les alliés stratégiques vont accompagner la RDC et bien, lorsqu'il fait face à cette insécurité, comme on le voit avec la SADC, où il appuie la RDC. Et quatrièmement, je pense qu'il y a lieu d'interpeller ici la communauté internationale. Mais avant d'interpeller, il y a une théorie, excusez-moi de le dire sans fausse modestie, il y a une théorie que nous mettons en place, celle de la réorganisation interne. Il y a des efforts qui doivent être faits le plus tôt au niveau interne, parmi lesquels il y a les réformes dans le secteur de sécurité. C'est doter une politique sécuritaire efficace et consomme. Il y a des efforts qui doivent être faits, comme je l'ai dit, au niveau interne. Au niveau sous-régional, il faut un dialogue franc avec les États voisins. Qu'on le veuille ou pas, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda resteront éternellement voisins de la RDC. Voilà. Mais au lieu de regarder
de se faire la guerre, comme ce fut le cas entre l'Allemagne et la France, il y a possibilité que les États qui jadis étaient des ennemis peuvent être des amis au travers de ce qu'on appelle les projets intégrateurs, les projets d'intégration régionale. Il y a la fameuse CPGL qui n'existe plus, il y a la CIRGL, il y a les COMESA, il y a EAC, il y a East Africa Community. Ce sont des structures, des organisations qui peuvent permettre à ce que les États ne se fassent plus la guerre, mais plutôt mettre en place des projets intégrateurs pour la paix et la sécurité à l'Est et dans la sous-région des Grands Lacs. Et à ce moment-là, on aura réussi à mettre des conditions, j'estime, des conditions propices de la paix et de la sécurité. En tout cas, cette question, elle est tellement vaste qu'on ne pourra pas la terminer en 15 minutes. Nous vous remercions, Frédéric Amani, d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie. Merci à vous aussi, mesdames, messieurs. Vous avez compris. En tout cas, la question, elle est vaste, mais il faut continuer toujours à se battre pour obtenir cette paix à l'est de la République démocratique du Congo. C'était un plaisir de vous avoir servi. Nous nous retrouvons très, très prochainement avec le même et la même énergie, le même courage. Et d'ici là, vous allez suivre le journal sur votre télévision, au-delà de l'imagination. Au revoir.